Bonjour à tous, Mathéis Mouflet, analyste pour XTB. On se retrouve cette semaine pour votre émission Matières premières et fondamentaux. Et cette semaine, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le pétrole, le cacao, le café et le gaz naturel. On va commencer donc par le pétrole avec une paix qui n'a jamais été aussi proche en Ukraine, avec des prix du pétrole qui restent bas, et ce malgré une tentative de rebond lundi, et ce notamment en raison de spéculations sur une résolution rapide de la situation en Ukraine. En effet, une résolution pacifique pourrait faire chuter les prix du WTI entre 55 et 60 $ le baril, et ce parce qu'on pourrait aussi avoir une levée des sanctions sur le pétrole russe. Le statu quo actuel, c'est-à-dire sans sanctions ni droits de douane supplémentaires sur la Russie, maintient aussi les prix à des niveaux bas. Alors sur ce graphique, on peut voir la saisonnalité du pétrole avec donc la moyenne à 5 ans, 10 ans et la moyenne à long terme ici. Et donc notre année ici 2025. Et donc on voit qu'on est pour l'instant sur une année assez mauvaise comparée à la saisonnalité. Et pendant encore un bon mois, on a une saisonnalité qui est plutôt latérale, donc sans grand mouvement sur les prix, avant autour du 180 au 200e jour, une forte hausse des prix du pétrole, avant une baisse en fin d'année. Évidemment, les performances passées ne présument pas des performances futures, donc ce n'est pas parce que les prix du pétrole ont fait quelque chose dans le passé qu'ils referont la même chose cette année, mais ça peut donner une indication et c'est toujours intéressant à voir. Alors, on a aussi le sommet ukrainien de Washington qui a donc été perçu positivement par les médias, et on a notamment eu des progrès vers la paix qui ont été plus importants ces 2 dernières semaines que durant les 3 dernières années. Des mesures plus strictes contre la Russie pourraient rendre difficile la vente de son pétrole, poussant des pays comme la Chine, l'Inde et la Turquie à chercher d'autres sources d'approvisionnement, ce qui ferait plutôt monter les prix mondiaux. Les fondamentaux du marché pétrolier restent inchangés, avec une surabondance de l'offre qui devrait persister au moins jusqu'à la fin de l'année. Les stocks de pétrole brut aux États-Unis, eux, rebondissent et exercent une pression à la baisse sur les prix. En parlant des stocks, on les voit ici, décidément. En parlant des stocks, donc on les voit ici, avec la saisonnalité des stocks. Donc vous voyez ici l'année 2024, ici la moyenne à 5 ans, ici le plus haut de 5 ans, ici le plus bas de 5 ans, et en vert notre année 2025. Donc on voit qu'on est sur des niveaux qui sont au plus bas de 5 ans, voire même légèrement en dessous ici. Mais on est repassé au-dessus ici de la moyenne du plus bas de 5 ans, et on a pratiquement rattrapé le niveau de l'année dernière. La saisonnalité laisse présager une baisse des stocks d'ici la 38 à la 39e semaine de l'année, ce qui est plutôt bénéfique pour les prix du pétrole. On continue avec le cacao qui est sous pression si on en croit les contrats à terme. On a aussi les producteurs d'Afrique de l'Ouest qui prévoient une baisse de 10% de leur production pour la saison 25-26, après un léger rebond en saison 24-25, et ce en raison du temps sec et du vieillissement des arbres. La production en Côte d'Ivoire devrait tomber à 1,6 million de tonnes, contre un objectif précédemment de 1,8 million, tandis qu'au Ghana, elle devrait se maintenir à 600 000 tonnes. JP Morgan anticipe une reprise de la production pour la saison 25-26 avec des conditions météorologiques moins défavorables qu'avant et une nouvelle offre en provenance de l'Équateur. Alors que nous dit ce graphique? On peut y voir les stocks de cacao. Donc on voit les stocks de cacao par rapport à toutes les années, avec ici en pointillé rouge, excusez-moi, l'année 2025. Donc on voit qu'on a des stocks de cacao qui sont en baisse, ce qui est plutôt une pression haussière pour le cacao, mais c'est une baisse qui est plutôt liée à la saisonnalité. Les stocks diminuent actuellement à un rythme qui est similaire à la moyenne sur 5 ans, donc rien de bien choquant de ce côté-là. Selon JP Morgan, toujours, les prix du cacao devraient se stabiliser autour de 6 000 $ la tonne, ce qui est un scénario qui est soutenu par la courbe des contrats à terme.
La transformation du cacao a connu des baisses significatives au deuxième trimestre. Pour rappel, la transformation du cacao, c'est en réalité la demande. Donc on a une baisse de la demande, moins 7% en Europe, 3% en Amérique du Nord et moins 16% en Asie, notamment évidemment en raison de prix trop élevés, ce qui a entraîné une baisse de la consommation. Aucune reprise significative de la demande n'est attendue au second semestre, sans amélioration notable de l'offre et des stocks. Alors, je vais m'attarder un petit peu sur ce graphique qui est un petit peu compliqué. Donc, ce graphique représente la courbe des contrats à terme. Oui, c'est ça. Donc, les contrats à terme expirant en septembre est en baisse. Donc, on a en bleu le spread, donc l'écart entre les contrats à terme de septembre par rapport au spot. Et donc, en rouge, on a le spot. Et donc les contrats à terme expirant en septembre est en baisse significative par rapport au prix actuel du cacao. Donc on a des spreads, un écart de prix entre le contrat à terme et le spot qui a chuté ici. Par le passé, cela a exercé plutôt une pression à la baisse à court terme sur les prix, mais un rebond a généralement suivi. Cela dit, les performances passées ne présagent pas des performances futures, vous le savez. JP Morgan prévoit une augmentation des précipitations à court terme, ce qui pourrait améliorer les perspectives de récolte pour la saison 25-26 qui débute en octobre. Les prix du cacao devraient rester élevés par rapport aux normes historiques, et ce en raison de la hausse des températures mondiales et de la baisse des précipitations dans les principales régions productrices. Les dernières prévisions météorologiques indiquent l'arrivée de précipitations en Côte d'Ivoire, ce qui pourrait entraîner une réduction des positions sur les contrats à terme. Et on va regarder ce graphique qui montre les prix du cacao en rouge et en bleu. C'est le ratio entre les prix sur la bourse de Londres et ceux sur la bourse de New York. Et donc on voit qu'on a ce ratio qui a augmenté pour aller tendre vers les 1, donc c'est-à-dire le même prix à la bourse de Londres et à New York. Et donc quand les prix des contrats à terme sur le cacao à Londres rattrapent ceux de New York, ce qui est en train d'arriver, les gains plus importants enregistrés à Londres avaient un effet positif sur les prix à New York. Mais ces derniers mois, on a plutôt observé une corrélation inverse. Donc c'est toujours intéressant à noter. On va maintenant parler du café, où on a une véritable explosion au niveau des prix. En effet, les prix du café ont largement augmenté en août, passant de 290 à près de 370 cents la livre. On a évidemment eu le droit de douane de 50% imposé par les États-Unis sur le café brésilien, qui pourrait freiner les approvisionnements et faire grimper le prix des référence à New York. Mais, nouvelle actualité, le ministre brésilien de l'Agriculture a évoqué la possibilité d'exclure le café de ses droits de douane, ce qui pourrait évidemment limiter la hausse des prix. En parlant des prix, on va regarder un petit peu la saisonnalité à long terme. Donc vous le savez, en vert, c'est cette année. Et donc on a la saisonnalité à 5 ans, 10 ans et long terme ici. Donc la saisonnalité du marché café justifie en partie les gains récents. On voit qu'on est globalement sur une saisonnalité qui est porteuse pour les prix, on est en hausse. Même s'il est clair qu'à court terme, elle laisse présager plutôt une consolidation. Ici on pourrait arrêter de monter. Et ce jusqu'à donc la 220e session, avant de repartir à la hausse en fin d'année. Évidemment, les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais ça peut toujours être intéressant à regarder. Donc à voir si on continue à suivre plutôt ici la moyenne à 5 ans, donc on pourrait encore continuer à monter, ou plutôt le long terme, et donc on aurait une stagnation pendant quelques mois. Les conditions météorologiques au Minas Gerais, qui est particulièrement clé pour l'Arabica, restent mauvaises avec des précipitations inférieures de 31% à la normale et des menaces de gel. Les prévisions pour l'Espírito Santo sont par contre elles bonnes, ce qui pourrait favoriser une reprise des récoltes de Robusta.
Le Minas Gerais n'a enregistré aucune précipitation la semaine du 16 août, ce qui a affecté les cultures pour la prochaine saison. Les exportations brésiliennes de café ont chuté de 21% de janvier à juillet, et ce en raison d'un manque de stock ou d'une destruction de la demande, et ce malgré des baisses de prix par rapport au sommet de février. À long terme, de nombreuses régions pourraient revenir impropres à la production pourrait devenir impropre à la production de café d'ici 25 ans, ce qui soutient une tendance haussière des prix. Contrairement au cacao, la demande de café n'a pas été fortement affectée par les prix élevés, bien qu'une légère baisse soit prévue en 2025. On regarde un petit peu les stocks on regarde un petit peu les stocks sur le café. Donc ils sont en baisse. C'est ce qu'on voit donc en bleu ici. N'oubliez pas que c'est un graphique en échelle inversée. Donc plus la courbe bleue monte et plus les stocks sont faibles. Donc les stocks de café sont actuellement en baisse, c'est ce qu'on voit ici, et atteignent leur plus bas depuis plus d'un an. Ce qui est évidemment une pression haussière pour le café. On va finir avec le gaz naturel que j'ai nommé patatras, parce que les prix s'effondrent, même s'ils tentent un petit peu de sauver les 2,8 $ par MMBTU, mais on a des prévisions météorologiques qui indiquent un refroidissement à la fin août, et dans une saison de chauffage, un refroidissement à la fin août, c'est très mauvais pour les prix. On va voir ça à la slide d'après. Je vais juste regarder un petit peu les prix ici. Donc, on voit ici les prix en noir avec par rapport à la moyenne à 1 an et 5 ans sur le gaz naturel. Donc on voit qu'on a des prix qui sont en baisse et qui passent sous les moyennes. Le prix actuel s'écarte désormais de près d'un écart type de la moyenne sur 1 an. C'est ce qu'on voit ici. Donc le Z-score, c'est un écart type. C'est un indice de volatilité et d'écart à la moyenne. Donc on voit qu'on est à moins 0,85 par rapport à la moyenne. Donc on est presque survendu en réalité sur le gaz naturel. Le prochain rollover des contrats devrait ramener le prix autour de 3 $ par MMBTU. En raison du changement de conditions météorologiques, une pression à la baisse pourrait continuer à s'exercer, et ce même après le rollover. Donc je parlais des conditions météorologiques, on les voit ici. Les prévisions météorologiques ont considérablement changé et l'on s'attend à un refroidissement à la fin du mois d'août dans la majeure partie des États-Unis. C'est ce qu'on voit ici, avec la plupart des États-Unis qui sont dans des températures inférieures à la moyenne, et le reste est normal, avec seulement quelques, ici dans le sud, sud-est et nord-ouest, des températures supérieures à la moyenne. Nous sommes dans une saison de chauffage où les Américains utilisent leur climatisation, donc quand il fait plus froid en fait, ils utilisent moins de gaz naturel. La consommation de gaz reste élevée aux États-Unis, mais elle est compensée par une production qui elle est record et qui a entraîné une augmentation des stocks. Seule une baisse drastique de la production ou une reprise des exportations pourrait limiter l'augmentation des stocks, la consommation devant diminuer dans les semaines à venir en raison des prévisions météorologiques. Dans ce graphique, on peut donc voir la consommation et la production de gaz naturel, c'est un graphique que vous connaissez bien. Donc on peut voir ici la moyenne à 5 ans, et ici le plus haut et le plus bas à 5 ans, avec ici la demande, ici la production, ici la demande pour l'électricité, et ici la production complète. Donc la demande de gaz, elle reste élevée, on est au-dessus, ou plutôt au niveau des plus hauts de 5 ans, mais on observe aussi une production qui, elle, est largement supérieure au plus haut de 5 ans, et qui approche les, tenez-vous bien, 110 milliards de pieds cubes par jour. La saisonnalité suggère que nous devrions connaître une baisse de la demande dans les semaines à venir, ce qui est également indiqué par le changement de conditions météorologiques, donc plutôt une augmentation des stocks. En parlant des stocks, les voici. On a des stocks qui dépassent déjà les 3000 milliards de pieds cubes et devraient atteindre les 3700 milliards de pieds cubes d'ici la fin de la saison de reconstitution des stocks. Donc,
Qu'est-ce que ça représente par rapport aux années précédentes? Eh bien, vous voyez ici la moyenne à 5 ans, ici le plus haut de 5 ans, le plus bas de 5 ans, ici cette année. Donc on voit qu'on est sous le plus haut de 5 ans, mais on reste bien supérieur à la moyenne à 5 ans, et l'écart se réduit par rapport au plus haut de 5 ans. Donc c'est évidemment une pression à la baisse sur les prix du gaz naturel. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Matières premières et fondamentaux. C'était Mathéis Mouflet pour XTB.